Et voilà, il faut reconnaître que c'est un véritable échec. On est en train de perdre, j'oserais même dire qu'on a perdu le contrôle de la situation. Professeur Cyril Cohen, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin. La première question que je voudrais vous poser de but en blanc, est-ce que les mesures annoncées cette nuit par le gouvernement israélien sont suffisantes à votre avis pour maîtriser, enrayer, on va dire, la propagation du virus ? Je dirais qu'en fait elles seront efficaces peut-être. On verra dans 2 semaines, je pense, pour essayer de stabiliser la situation, mais enrayer, non. Là, il faut reconnaître que c'est un véritable échec. On est en train de perdre, j'oserais même dire qu'on a perdu le contrôle de la situation. Ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut réaliser, c'est que ces mesures sont importantes quand même, parce qu'il faut limiter le rassemblement, mais il y a d'autres mesures qu'il faudrait prendre en compte pour, je dirais, comme vous le disiez, enrayer cette situation, parce que là, on est vraiment dans une situation assez compliquée. Alors, ces mesures, on a l'impression que ce sont toujours les mêmes depuis le début de la crise. On parle de la fermeture des restaurants, donc c'est la fermeture des restaurants. D'abord, les choses n'étaient pas tout à fait claires. J'espère que ce matin, les choses sont un petit peu plus claires. Les restaurants vont fermer définitivement, c'est pas pendant le week-end seulement. Les restaurants vont rester fermés, les centres de musculation, de sport, etc. vont rester fermés. Ceux qui restent fermés uniquement pendant le week-end, c'est les centres, on va dire les centres commerciaux, les marchés. Qui fait ce genre de distinction? Qui fait ces recommandations? Essayez de nous expliquer qui fait ce genre de recommandations et comment se déroule le processus de décision à ce niveau-là. Pourquoi on ferme les centres commerciaux uniquement le week-end et pas pendant toute la semaine, alors qu'il est probable que les centres commerciaux sont des sites de propagation du virus. Expliquez-nous. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une crise, une double crise. On est dans une crise qui est une crise sanitaire et une crise économique. Et donc, la deuxième chose qu'il faut comprendre, je vais parler en éléments, d'accord. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que le virus, il ne, je dirais, se déplace pas tout seul. Le virus est transmis par les personnes. Du moment qu'il y a 2 personnes en contact, il y a possibilité de transmission du virus. Plus il y a de personnes en contact, plus il y a de rassemblements, plus il y a de chances que le virus soit transmis. Ok, le virus ne peut pas rester sur une surface comme ils l'ont dit pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Le virus ne marche pas tout seul. Le virus est transmis par les personnes. Donc en fait, il faut limiter les rassemblements. Maintenant, au niveau des décisions, il faut prendre des décisions pour ne pas, je dirais, tuer l'économie, mais d'un autre côté, pour limiter le nombre de malades. On ne peut plus arrêter ce virus, ça c'est une évidence, et donc à ça, on y était prêt. C'est-à-dire qu'on était prêt à ce qu'il y ait, par exemple, 100 nouveaux cas infectés par jour. Notre système de santé est capable de, je dirais, de s'en occuper. Mais quand on en arrive à 2000 cas, plus ou moins infectés par jour, et là on voit, c'est pas tellement les infectés qui nous inquiètent, mais ce sont le nombre de personnes en détresse respiratoire et le nombre de personnes qui meurent. Là on en est plus ou moins 3, 4, 5 personnes qui meurent chaque jour du virus, et ça risque de continuer, effectivement. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait, quand ces décisions, elles sont prises sur je dirais, des critères qui sont aussi bien sanitaires qu'économiques. Fermer, je dirais, les lieux de travail, ça serait un coup de grâce pour l'économie, ça serait très dur. Fermer certains endroits de rassemblement, que ce soit, je dirais, ils ont limité les synagogues ou les lieux de rassemblement à 10 personnes. Je vous avoue sincèrement que personnellement, même si je vais chaque jour à la synagogue, je pense que ça, il aurait dû les fermer parce que ce sont des lieux justement de propagation. Je pense que les restaurants, une fois de plus, c'est un peu problématique, mais on peut pas faire de distinction, c'est ça le truc, distinction dehors ou pas dehors. Ils ont décidé de fermer ça. Pourquoi finalement on peut, par exemple, on ne peut pas nuancer les choses, les mesures? Pourquoi c'est tout blanc ou tout noir? Pourquoi par exemple, on ne peut pas maintenir un restaurant ouvert s'il a, on va dire, une cour ou s'il a des tables à l'extérieur sur la rue, en interdisant aux gens de s'asseoir à l'intérieur? Ça, on aurait pu le faire. Ça, on aurait pu le faire il y a un mois. Ça, on aurait dû le faire il y a un mois.
Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, la peur, c'est quoi? Ben, c'est un peu, je veux dire, ça, si vous me permettez, c'est un peu comme dans la halakha. On met des gderotes, quoi. Oui. On met des Des barrières. barrières. Et donc, on arrive là, même s'il y a des choses qui sont permises théoriquement, je sais pas, moi. Je peux vous donner un exemple très très simple. Vous avez une marmite de viande, et voilà, on est vendredi, et il y a une goutte de lait qui tombe. Si vous avez fait exprès, c'est interdit, et puis si vous n'avez pas fait exprès, c'est permis parce que c'est Batel Béchichim. Donc, en fait, est-ce qu'il y a une logique ou pas? Donc, à ce niveau-là, en fait, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on veut limiter, en fait, les rassemblements. Mais oui. j'avoue, je vais vous donner un exemple. Là, on dit, on ferme les centres commerciaux le week-end, mais on les ferme pas, par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi. Pourquoi le virus part en vacances pendant le courant de la semaine? Quelle est la logique? Bien sûr. Non, le virus, effectivement, non, je rigole. Bien sûr que le virus infecte tout le temps, le virus ne fait pas de distinction entre, mais en fait, ce que l'on sait plus ou moins, c'est qu'il y a beaucoup plus de contact, entre guillemets, pendant le week-end. Les centres commerciaux, en fait, ça change pas grand-chose parce que la plupart des magasins, ils sont fermés le Shabbat, je dirais, en Israël. Donc, je pense pas que ça change grand-chose à ce niveau-là. On essaye une fois de plus, on ne veut pas tuer l'économie. C'est sûr que une fois de plus, il y a des décisions à prendre. Plus on avance dans cette crise, plus les décisions, si on n'arrête pas, devraient être dures. Maintenant, vous m'avez demandé comment ça se passe, comment ces décisions sont prises. En fait, il y a plusieurs, institutions en Israël qui émettent entre le ministère de la Santé, le Malal, le Conseil pour la sécurité nationale. Voilà, le Conseil de la sécurité nationale, et dans lequel il y a plusieurs, représentants et spécialistes qui ne font pas partie du gouvernement, qui émettent justement des possibilités de décision. Après, tout cela est pris au gouvernement. Là, ils sont en train justement de contourner la Knesset parce que dans certaines décisions, comme on le voit, il faut les prendre assez rapidement. On n'a pas le temps, entre guillemets, de laisser la Knesset décider ou pas décider de faire passer les lois. Donc en fait, c'est un peu comme ça que ces décisions sont prises. Mais il faut prendre d'un autre côté, quand ça arrive au gouvernement, justement, les ministres, ce qui est très différent de ce que l'on avait il y a 3 mois lorsqu'il n'y avait pas de gouvernement, les ministres s'opposent et donc là commence justement, une sorte de négociation qui n'est pas toujours logique. Alors, dans la série des mesures qui paraissent absurdes, il y a d'un côté aujourd'hui une directive très claire, tout rassemblement au-dessus de 20 personnes dans l'espace ouvert, à l'air libre, est interdit. Par contre, demain soir, il peut y avoir une manifestation avec 8000 personnes. Comment vous expliquez cela ? Bon, je veux pas rentrer trop dans la politique. Non, c'est pas de la politique parce que c'est dire on peut être un grand démocrate, vouloir respecter le droit à l'expression, la liberté d'expression, le droit de manifester qui est un droit élémentaire de la démocratie. Mais à partir du moment où l'ensemble de la population est touchée par dans de multiples secteurs, les restaurateurs, eux, ils n'ont pas le droit de protester. C'est-à-dire comment. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comment expliquer que cette incohérence? On peut pas l'expliquer. On est dans une situation d'échec, d'accord? Ça c'est pas compliqué à comprendre. On est dans une situation d'échec. D'un autre côté, pour Binyamin Netanyahou, interdire les manifestations, ça serait perçu par une partie du public qui n'aime pas Netanyahou, je pense, qui n'aime pas Netanyahou. Non, mais par exemple, de la part des épidémiologues, de vous, de gens, d'experts, de scientifiques, qui se lèvent et qui disent ensemble, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des manifestations, même si l'on veut respecter le droit. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a eu cette manifestation il y a une semaine sur la place Rabin à Tel Aviv, où il y a eu des dizaines, je crois une dizaine de milliers de personnes. Et là, justement, on voit les résultats. On a vu qu'il y avait des malades de Corona ou des personnes infectées qui se sont baladées là-bas, tout simplement pas. Ça, on l'a vu. Donc, il y a des chances que ce soit contaminé. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que évidemment, il y a une grosse différence. Il y a une différence entre les rassemblements dans des endroits qui sont fermés, clos, et dans des endroits à l'air. Ok, nous savons, si vous me demandez au niveau épidémiologique, je suis immunologue, ce que l'on sait, c'est que à peu près 95 à 99% des infections arrivent dans des endroits qui sont fermés. Donc, c'est évident qu'à l'air,
on est, je dirais, moins enclin à être infecté. Donc la mesure de restriction de 20 personnes à l'air libre, pas un rassemblement de plus de 20 personnes à l'air libre, elle est pas nécessaire. Non, elle est nécessaire parce qu'en fait, entre guillemets, je dirais qu'elle permet de limiter quand même le contact entre les personnes de manière, je dirais, générale. Est-ce que vous me demandez au niveau, je dirais, scientifique ou sanitaire, ce qui est le plus dangereux? Je vous dirais que c'est les endroits clos. Une fois de plus, le but, parce que on voit tellement de gens qui essayent de contourner. Vous voyez les gens qui ne mettent pas leur masque, vous voyez les gens qui mettent le masque sur la bouche et pas sur le nez. Vous voyez les gens qui... Donc tout cela, en fait, nous amène à prendre des mesures qui sont beaucoup plus, je pense, restrictives, mais enfin, elles auraient dû être... Si vous me demandez mon avis, elles auraient dû être encore un peu plus restrictives, parce que là, la seule option que l'on a pour l'instant, je dirais, de limiter ça de manière assez drastique ou revenir là où on en était à la fin du mois de mai, c'est évidemment un confinement qui est beaucoup plus dur. Je ne suis pas pour, entre guillemets, je crois qu'il faut essayer de trouver un équilibre, et en fait, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Est-ce que l'on peut dire, professeur Cohen, que enfin, tout ce qu'on a fait au cours des derniers mois, toute cette période de confinement dans laquelle l'État d'Israël est resté, qui a provoqué l'effondrement de l'économie, c'était pour rien? On est retourné à la case départ? Ah, totalement. C'est un échec. À mon avis, c'est un échec total. Réalisez ça, vous devez réaliser. On était arrivé à la fin du mois de mai on était dans une situation où il y avait 6 personnes infectées par jour, 10 personnes infectées par jour. On au seuil, on regardait le nombre le pourcentage de tests qui étaient positifs. On en était à 0, quelques %. Et là, on en est à 7,7%. On est à 1500, on est presque à 2000 personnes infectées. C'est un échec. On est revenu en arrière. C'est très triste. On a appris beaucoup de choses. On a été tellement fort. On est arrivé à limiter, vraiment, on était un exemple. Okay, j'ai donné des interviews dans plusieurs journaux internationaux qui nous demandaient comment on a réussi à faire ça. Et là, on se retrouve vraiment comme les derniers de la classe. Qu'est-ce qui s'est passé? Où s'est produit, on va dire, le point de rupture? Qui est responsable? Est-ce que c'est Netanyahou qui est responsable? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les autorités sanitaires? Le ministère de la Santé, oui, les épidémiologues? Non. Je vais vous dire une chose. Le gouvernement est responsable, mais c'est une chose qu'il faut prendre. Je crois qu'on était un peu trop... nonchalant. Comment? Nonchalant? Oui, non, c'est pas que ça. On était aussi confiants que ça y est, c'est derrière nous. Et puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a ouvert trop vite. Mais ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Netanyahou lui-même qui le dit. Et une fois de plus, je pointe pas le doigt contre telle ou telle personne. Il y a aussi un gros problème, c'est qu'on n'a rien fait. Non, je veux pas dire rien, mais on n'a pas beaucoup fait, on n'a pas suffisamment fait pendant ces 3 mois pour empêcher ce qui arrive, je dirais au niveau sanitaire. Comment voulez-vous une des choses qui sont très importantes, ce sont les enquêtes épidémiologiques, c'est de comprendre comment le virus, la chaîne de transmission. Comment voulez-vous que l'on arrive à limiter une telle infection lorsque l'on avait juste 27 infirmières pour tout le pays d'Israël, 27 infirmières, une pour 300 000 habitants, alors que je sais pas moi en Allemagne ils en ont une, ou en Angleterre une pour 2000 habitants, qui devaient faire des enquêtes sanitaires, des enquêtes épidémiologiques pour chaque personne. Comment 27 infirmières peuvent parler aujourd'hui à 1000 ou 1500 contaminés, tracer et le faire avec une feuille de papier et un stylo, c'est même pas informatisé. Ça, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui en fait nous a amené à une situation où dans 90% des infections, on n'a aucune idée comment elles se sont produites. Donc ça, c'était une très très grosse erreur. Donc il y a eu ça, il y a eu le déconfinement rapide, les écoles et les mariages jusqu'à 250 personnes. Et une fois de plus, on parlait des gens qui sont capables de contourner les mesures. Voilà, et on a vu des gens qui ont fait des mariages ou des bar mitzvot, des bat mitzvot, où ils ont dit, écoutez, moi je prends
les 4 salles que vous avez dans le même endroit et je mets 250 personnes par salle. Et donc là, je me retrouve avec une bar mitzvah de 1000 personnes ou je sais pas quoi. Ça, ce sont de grosses erreurs. Il a fallu faire respecter ces lois, mais au départ, elles n'étaient pas faites respecter. Le port du masque, etc., etc. Donc tout ça, selon moi, ça a été des erreurs. Oui. Alors, où va-t-on maintenant? C'est-à-dire que ces mesures qui ont été prises cette nuit, comment leur effet va se traduire dans le temps? Quand est-ce que l'on peut espérer et essayer d'assister à une baisse sensible de la courbe? Une baisse, ça serait déjà bien. Ah oui. Moi, je parle plus de stabilisation. Écoutez, ah oui, à ce point, donc on est là encore pour longtemps, quoi. Ah oui, ça jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, ça, on pourra en parler parce que c'est mon domaine, mais jusqu'à ce qu'on a un vaccin, on va être, je dirais, on a des problèmes. En fait, on le voit aussi dans d'autres pays, je dirais, au monde où ça repart. Je sais pas moi, il y avait un reportage sur la Serbie, on voit l'Australie un peu qui remonte, on voit d'autres pays. En fait, ce qui arrive, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce virus, du moins l'effet des mesures que l'on prend aujourd'hui, elles sont vues que dans, je dirais, plus ou moins 2 semaines. Okay. Oui. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on pourra avoir une discussion, si vous voulez, dans 2 semaines pour voir ce que ces mesures ont fait. Mais quoi qu'il en soit, ça sera pas suffisant pour refaire tomber, comme on l'a vu au mois de mai, quoi, le chiffre des personnes infectées. Ce que là, il faut espérer, c'est qu'on arrive à une manière, essayer de contenir, en fait, ce qui est en train d'arriver, cette infection virale. Et je pense, une fois de plus, je ne suis pas prophète, loin de là, mais je pense que si on ne voit pas de stabilisation et je dirais on espère, ce que l'on voudrait voir, c'est redescendre les nombres de personnes infectées à 400 par jour. Si on ne voit pas ça, il y a des chances pour que les mesures soient beaucoup plus dures d'ici 2 semaines, parce que bon, le calcul sera simple, c'est le mois d'août. Les enfants, de toute façon, il n'y aura pas d'école. Les parents restent en Israël. La plupart ne partent pas en vacances. Les lieux de travail, en général, même, de toute façon, les gens doivent prendre des vacances. Donc, il y en a beaucoup qui prendront leurs vacances au mois d'août. Il se peut qu'à ce moment-là, avant le mois de septembre, il sera décidé de prendre des mesures encore plus dures, comme on l'a vu il y a quelques semaines, pour essayer justement de freiner. Parce qu'en fait, on veut freiner cette infection. Et là, si on arrive à ça, il faudra réouvrir de manière graduelle, de manière très très lente. Donc, ce qui nous inquiète aussi, c'est évidemment ce que l'on parle, nous, dans le domaine scientifique médical, c'est la 3e vague au mois d'octobre et novembre, parce que si on combine, une fois de plus, j'aime pas être comme ça, faire des prédictions, je dirais, négatives, mais si on combine ça et la grippe, on risque d'avoir de gros problèmes au niveau de notre système de santé. Alors, une fois de plus, il nous reste, professeur Cohen, il nous reste 1 minute justement pour parler du vaccin. Le professeur Rézid Lévy a dit que peut-être d'ici le milieu de l'année prochaine, on trouvera un vaccin. Où on en est à ce niveau-là dans vos recherches en Israël et à l'étranger? Oui, donc rapidement, en Israël, il y a certaines pistes qui sont explorées. Je ne peux pas trop en parler, mais je dirais que à l'étranger, il y a déjà des résultats. Là, je pense que la semaine prochaine, on devrait avoir de bons résultats chez AstraZeneca. Moderna. Prédiction optimiste. Il y a Moderna, effectivement, dont on a vu les résultats. Une fois de plus, il y a beaucoup de questions autour de ça, mais optimiste, je dirais printemps, quoi. Pessah, printemps 2021. Peut-être on aura un vaccin qui a été, je dirais, accepté et vérifié, mais là, à ce moment-là, il faut penser à la production et la distribution mondiale de ces vaccins. Donc, Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen. Vous allez être, si je ne comprends bien, puisque vous nous disiez que vous étiez gabaï dans votre Beth Knesset, vous allez être au chômage ce Shabbat, puisque apparemment les Beth Knesset, pas plus de 10 personnes. On vous souhaite malgré tout Shabbat Shalom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Que Shalom. des bonnes nouvelles. Voilà. Beaucoup de santé. Au revoir. À bientôt.